Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cet atelier de la clé co-organisé par FMR et BPW France autour du thème de femmes leaders. Alors il n'y avait pas de meilleure introduction que cette vidéo pleine d'émotions pour venir soutenir le titre Femmes leaders. C'est un mot un petit peu peut-être galvaudé qu'on entend un peu à toutes les sauces. Alors, pourquoi avons-nous choisi ce sujet en lien avec la clé? Quels sont les objectifs de notre atelier? Alors, l'objectif de notre atelier s'inscrit totalement dans un agenda qui nous dépasse, bien évidemment, et auquel nous souscrivons tout à fait. Je parle de l'agenda 2030 des Nations Unies, qui place au cœur de ses objectifs la participation équitable et le leadership des femmes dans la vie politique et publique comme élément essentiel et indispensable pour atteindre tout un tas de critères bénéfiques pour le monde entier et toutes les catégories de population. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de femmes leaders? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de plus de femmes leaders? Mais tout simplement parce que la parité entre les sexes est encore loin d'être atteinte. Et quand on parle de parité, on pourrait même dire la mixité est encore loin d'être atteinte dans tous les domaines de la vie, politique, sport, culture, économie. Les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de pouvoir décisionnel. Je vais vous donner 3 chiffres seulement et ensuite nous pourrons découvrir les portraits fabuleux de nos 4 femmes exceptionnelles ce soir qui, elles, font bouger ces 3 chiffres. Alors, une première donnée du Forum économique mondial de Davos qui vient nous dire dans son dernier rapport sorti cette semaine que la crise sanitaire venait de faire perdre 36 ans à l'égalité femmes-hommes. Une autre donnée terrible, 80% du temps partiel en France est encore fait aujourd'hui par les femmes. Et dans le monde, seulement 21% des ministres de gouvernement sont des femmes. Alors quand on renverse le chiffre, on dit plutôt que 79% des hommes sont des ministres. C'est plus parlant comme ça. Et seulement 14 pays comptent 50% de femmes ou plus au sein de leur cabinet. Merci Sarah. Donc, je vais présenter nos intervenantes. Alors, la première, c'est Agnès Bricard. Agnès, bonjour. Bonjour.
Donc, vous avez été la première femme présidente du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables et vous avez fondé la Fédération Femmes Administrateurs, dont vous êtes devenue présidente. Actuellement, vous êtes présidente de l'ONG BPW France. Anne Ferrer, bonjour. Bonjour Marie, bonjour à toutes. Vous faites partie des rares femmes à être à la tête d'un grand hôpital français. Vous êtes actuellement directrice générale adjointe du CHU de Toulouse. Bienvenue et merci d'avoir accepté de participer à cet atelier. Esmeralda de Réti, vous êtes membre de la famille royale belge. Journaliste, auteure et conférencière, vous êtes très engagée sur les questions du climat et sur l'égalité homme-femme. Vous avez notamment écrit un livre sur les femmes lauréates des prix Nobel de la paix. Bienvenue parmi nous. Merci, bonsoir. Et enfin, Mariam Montagu, qui malheureusement a des problèmes de connexion, qui habite au Maroc. Mariam Montagu est passionnée des droits des femmes et des filles et elle a fondé le projet SOR au Maroc. C'est une organisation féministe qui vise à former les jeunes filles au leadership. Cette association a d'abord été créée au Maroc et est en train de s'installer en Ouganda. Voilà, on passera la vidéo de cette association. Alors, nous allons commencer à interroger Madame Bricard sur les moyens et les moyens qu'elle a utilisés peut-être pour franchir les étapes pour l'amener au leadership. Madame Bricard, qu'est-ce qui vous a permis d'accéder à ce niveau de responsabilité dans le système économique actuel? Alors, je crois qu'il faut d'abord rappeler qu'il y a en premier lieu la compétence. Je crois que ça, c'est indéniable. Et puis, il y a aussi la passion et l'audace de vouloir changer les choses. Alors, ça peut être une qualité, mais ça peut être un défaut. Souvent, nous, on a à se battre vis-à-vis du leadership masculin parce que ce n'est pas une priorité pour la plupart des hommes de changer les choses. C'est souvent une culture d'apparence. Or, le fait d'être en leadership, nous, les femmes, inquiète toujours les hommes parce que ce n'est pas nécessairement la position qu'ils souhaitent prendre de changer les choses. Parce que c'est souvent beaucoup plus de difficultés à gérer le changement qu'on peut l'imaginer. Donc, qu'est-ce qui m'a amené à vouloir ce leadership féminin dans la présidence notamment des experts comptables? C'est de changer les choses, faire en sorte que justement l'image des experts comptables soit une image plus positive, plus éclairée sur ce que j'appelle l'écosystème. Et donc, ce que j'ai fait pendant mes 2 ans, c'est que j'ai créé autour de moi un certain nombre de femmes présidentes de conseils régionaux, parce qu'il est vrai que dans le leadership féminin, il faut savoir inscrire autour de soi des femmes pour avoir cette culture féminine qui nous caractérise, d'abord par une écoute, une empathie, ça c'est clair, mais surtout faire ensemble les choses. Et dès lors, les hommes comprennent bien qu'en étant dans une sorte de collège féminin, eh bien, ils s'agrègent avec nous et nous arrivons ainsi à faire que les choses se fassent. Donc, c'est ça un leadership féminin, c'est prendre en compte une passion, une conviction et surtout se dire que la mixité apporte évidemment de la tolérance quand même. D'abord, le respect de l'autre. En fait, il n'y a pas ce que j'appelle un impérialisme à mettre en place. C'est d'abord un respect et regarder l'autre, qu'il soit un homme ou une femme, il faut regarder de la même façon. Donc, c'est créer de l'empathie, créer de l'écoute et surtout créer de l'innovation. Donc, c'est ça le leadership féminin. C'est dès lors qu'on ne sait pas tout, c'est quand même une grande qualité qu'on a, les femmes, c'est qu'on reconnaît qu'on ne sait pas tout, donc on écoute. Et dès lors qu'on écoute, ben on prend en compte les talents et on crée de l'innovation. Voilà ce qui m'a amené à imaginer de prendre cette présidence. Et ensuite, la Fédération des femmes administratrices, tout naturellement, quand on a une femme remarquable comme Madame Zimmermann, qui a mis en place sa loi en 2011, eh bien, c'est vrai que je me suis dit qu'il fallait mettre en place un service après-vente. Et cette Fédération des femmes administratrices a donné du sens à la loi pour dire il y a un fichier de femmes compétentes, il faut regarder ce fichier, il faut que vous puissiez puiser dans ce fichier.
Et on a beaucoup travaillé avec les entreprises et les cabinets de recrutement. Et aujourd'hui, on voit bien que la France est classée numéro 1 dans la partie du CAC 40, SBF 120, et montre l'exemple. Et c'est ça aussi le leadership féminin. Merci beaucoup. On a bien compris l'angle d'approche qui vous permettait d'arriver à cette analyse. Alors justement, quand on fait changer les choses en tant que femme, on a compris que ce n'était pas dans les habitudes des hommes. Alors, vous avez certainement dû rencontrer quelques freins. Parlez-nous-en, s'il vous plaît. C'est les freins au changement. Comme d'habitude, que ce soit un homme, une femme, il y a aussi des hommes qui favorisent le changement, qu'on soit clair. Le frein au changement, c'est tout à chacun a peur par rapport à ses acquis. Et la peur du changement fait que les freins deviennent soit des freins réellement face à nous, où on les voit et où on peut discuter, mais souvent c'est des freins passifs, c'est-à-dire des choses qu'on ne voit pas, mais rien ne bouge. Alors qu'on a une stratégie de changement, on s'aperçoit que les résistances sont telles que finalement, il y a beaucoup de non-dits. Et l'écoute, chez la femme, elle est essentielle parce qu'elle va vers l'autre et elle va poser les questions et elle va interpeller. Et dès lors qu'elle interpelle et qu'elle demande le pourquoi du comment, il y a un échange qui se met en place. Mais c'est très long. Donc, ce changement qu'on désire toutes, exemple, le changement pour la mixité, le changement pour une meilleure, justement, gestion des ressources durables de notre planète, tout ça nous amène aussi à constater qu'il faut du temps. Et souvent, ça nous manque le temps. C'est vrai qu'on a un petit défaut de temps en temps, c'est qu'on se dit, quand même, on n'a pas assez de temps, vu l'équilibre qu'il faut assurer entre sa vie professionnelle, sa vie familiale et sa vie de femme tout court, parce qu'elle existe. Eh bien, souvent, on peut prendre une autoroute, aller un peu vite, et là, on dérange vraiment. Et là, on peut avoir réellement des vrais barrages. Et là, quand on se retrouve devant ça, on peut se faire piéger, et on doit le savoir. Et que si on échoue, eh bien, l'échec, c'est aussi se dire que finalement, on doit rebondir. Et ça nous est tout arrivé, aux hommes comme aux femmes, de subir des échecs, même cuisants, mais pour autant de se dire, eh bien, on va rebondir, on va faire autrement, on va peut-être esquiver les coups, on ne va pas nécessairement aller en frontal. Et donc, voilà pourquoi aussi le leadership féminin doit être de façon plus naturelle mis en place. Moi, j'aurais même pensé que dès lors qu'il y a un président homme, et je pense surtout au secteur public, parce que c'est plus facile de l'appliquer, eh bien, dès lors, il y a une présidente femme, avec les compétences, bien sûr. Mais l'alternance des présidences ou des directeurs, parce que dans les secteurs publics, on parle plus de directeur ou de directrice générale. Et je trouve que ça aurait du sens de faire en sorte que justement ce leadership féminin soit mieux assuré. Parce que une fois qu'on a mis en place un homme, eh bien, on doit se dire que les qualités féminines, elles sont là aussi. Mais souvent, on nous dit, vous n'avez peut-être pas assez d'autorité, vous n'avez peut-être pas assez une vision stratégique. Or, comme la fonction fait l'homme et qu'au fil de l'eau, il se bonifie en étant président, nous, les femmes, on a peu de chances d'arriver à démontrer que nous aussi, on peut se bonifier. Donc, il faut nous donner cette chance par une présidence donc alternée, d'arriver à démontrer, nous aussi, que la fonction fait le leadership féminin. Merci Agnès. Alors, tenant compte de ce que vous venez de nous expliquer, est-ce que vous arrivez actuellement à essayer d'aider d'autres femmes à aller dans cette recherche, dans cette direction? Quel petit coup de pouce, quelle marche vous les aidez à passer, si c'est possible? Aujourd'hui, dans la mesure où j'ai eu je dirais le bonheur d'avoir ces fonctions, c'est vrai que les modèles dont on parle si souvent, les modèles féminins, sont essentiels pour la jeunesse et qu'on m'appelle et qu'on me demande en fait de mieux comprendre les arcanes, les codes et même d'avoir, si possible, je les entends les jeunes, les fichiers. Parce que souvent, ce qui manque, c'est de savoir qui est qui fait quoi dans tel secteur d'activité. Et donc, c'est aussi ma façon à moi de passer le témoin en donnant les codes, en donnant les fichiers, en donnant du sens justement au fait que quand une femme prend en compte sa propre compétence et se dit j'ai de l'audace, j'ai suffisamment de possibilités de passer au stade supérieur, alors je suis toujours prête à aider, à offrir justement ce qui est ma validation d'acquis
Et je crois qu'on a toutes compris que à travers un mentoring, même si ce n'est pas toujours un mentoring tel qu'on l'entend, mais à travers des échanges qu'on peut avoir, ben finalement, non seulement on donne envie à travers nos modèles, mais on donne surtout la possibilité de mieux comprendre comment arriver à ce leadership féminin. Merci. Agnès, une question un peu propre peut-être à BPW ou même vous pouvez répondre, on va dire personnellement. Quelle est la prochaine modification législative pour laquelle vous allez activement plaider? Dans le cadre de BPW, qui est une ONG qui a sa signature, j'appelle ça moi une signature sur l'égalité professionnelle, il est clair qu'après l'index de l'égalité de Muriel Pénicaud et celui qu'on est en train de revoir avec intelligence dans le cadre justement des places des femmes dans les COMEX, dans les comités de direction, eh bien, il me semble qu'au niveau de l'égalité professionnelle, où là on est moins sur le leadership, hein, qu'on soit clair, qu'on est sur la mixité, dans les évolutions législatives, il faut absolument revoir nos conventions collectives, puisque c'est là où est décrit la fonction, la qualification, le coefficient de chacun. Et comme ces conventions collectives datent d'après-guerre et que la mixité n'était pas du tout un vrai combat comme on l'a aujourd'hui, eh bien, il faut toiletter, comme on dit, toutes ces conventions collectives pour redonner du sens justement à cette égalité professionnelle et à cette mixité. Parce que c'est avec le bulletin de salaire, d'après les conventions collectives, que le salaire se fait. Donc, c'est bien les conventions collectives qui sont à la source même aujourd'hui de grosses inégalités salariales. Merci beaucoup Agnès Bricard. Nous allons passer à Anne Ferrer. Alors Anne, alors vous êtes directrice donc adjointe du CHU de Toulouse. Voilà, qu'est-ce qui vous a permis à vous d'arriver à ce niveau de responsabilité? Assez simplement, réussir un concours administratif. Et on se rend compte dans un gigantesque amphi que l'on doit remplir des copies et essayer d'obtenir le Graal, qui est le passage devant un jury. Et tant qu'on n'est pas devant ce jury, essayer de légitimer l'envie que l'on a de rejoindre une fonction. Pour moi, directeur d'hôpital, c'était la vraie ambition que j'avais. Ça alliait deux perspectives intéressantes. La première, celle d'être dans des fonctions de direction qui me permettent d'exercer mon métier avec une vraie liberté de changer les choses. Et la seconde, d'avoir une carrière épanouissante avec de nombreuses facettes. Et au bout de 20 ans, j'ai vraiment pas envie de changer. Par contre, c'est quand même des fonctions qui sont en général très masculines, il me semble. Est-ce que vous avez rencontré des freins ou finalement, dans ce milieu de la fonction publique, c'est vraiment le diplôme ou le concours qui prime? Il y a des freins. Il a fallu attendre Marisol Touraine pour que les fonctions de directeur général de CHU soient plus ouvertes aux femmes. Là, aujourd'hui, la profession se féminise, mais je dirais qu'il faut regarder l'hôpital dans toute sa globalité. L'hôpital, c'est 80% de femmes. Mais quand on regarde le top management, et notamment les femmes médecins agrégées ou les directrices générales, il y a encore une surreprésentation d'hommes. Donc, ça nous amène à réfléchir collectivement aux moyens de faire en sorte que ces freins disparaissent, puisque factuellement, on n'est pas arrivé encore à une vraie parité. Au sein du CHU de Toulouse, avec des femmes médecins, on a créé le groupe Parité et Gouvernance. Et dans ce groupe, on interroge aujourd'hui le fonctionnement hospitalier et on fait en sorte de faire une preuve de concept et d'attaquer tous les segments de la vie hospitalière de notre hôpital pour essayer de démontrer que les femmes sont visibles, qu'elles sont compétentes, qu'elles sont légitimes à aspirer à des fonctions supérieures au sein de l'établissement, à l'extérieur, à être représentatives de notre établissement quand il s'agit, en pleine crise Covid, de prendre la parole dans les médias. Bref, on essaye de réfléchir à tous les vecteurs possibles, durables, qui permettent aux femmes d'assumer les missions pour lesquelles elles sont parfaitement compétentes et légitimes. Merci. Donc, vous parliez de ce groupe de travail que vous avez mis en place. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? En quoi il a consisté? Est-ce que ça a donné des résultats? Alors, ça a été un constat sur un mode un petit peu humoristique, avec une vice-doyenne,
une directrice générale adjointe, une vice-présidente de la commission médicale d'établissement, qui est l'instance qui représente les médecins. Et donc, on était un jour toutes rassemblées, on s'est dit, on est quand même le club des vices. Et ça, c'est gênant. Donc, on a ouvert très largement, et c'est là où je rends hommage à la fois aux hommes qui aujourd'hui sont juste un cran au-dessus encore dans notre établissement, qui ont dit c'est une excellente idée, instaurons la parité dans notre projet managérial. Et donc, on a organisé à intervalles réguliers des réunions. On est composé que de femmes, mais on a aussi pas mal d'hommes qui nous suivent et qui nous soutiennent dans ce que l'on essaye de mettre en place. Et on se crée des thématiques de travail qui sont à la fois internes. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte d'avoir dans nos commissions 50% de femmes au minimum? Comment on promeut des formations au leadership et au management où, par principe, on met des femmes? Lorsque la première fois cette formation au management des médecins a été proposée, il y avait 38% de femmes. On s'est dit que ce n'était pas possible. Il fallait récupérer et il était légitime d'avoir plus de 50% pour justement former davantage de femmes à l'exercice de responsabilité au sein des services. Et alors, la réponse a été, mais elles n'auront pas le temps. On a dit, si on trouve les candidates, elles auront le temps et elles seront présentes. Et aujourd'hui, on a 60% de femmes qui se forment, qui participent. L'étape d'après, c'est qu'elles prennent des chefferies de service, c'est qu'elles soient directrices en charge de pôle, et cela partout. Et donc, dans notre groupe, nous n'avons pas que des femmes médecins ou des femmes directeurs, on a aussi des sages-femmes, on a des patronnes d'équipes de sécurité qui drivent des équipes de sécurité donc masculines, et ça se passe extrêmement bien. Ce qui démontre qu'à partir du moment où les femmes s'unissent avec un but commun, où elles le font pour faire prévaloir un regard, une expertise, une compétence ensemble, eh bien, elles ont des projets qui sont susceptibles de susciter l'adhésion. Et c'est ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. De la même façon, quand on dit « mais c'est toujours les mêmes que l'on voit dans la presse », on a des femmes qui peuvent s'exprimer, qui sont tout à fait légitimes en ce moment, en période Covid, pour dire ce qui se passe en réanimation. Elles seront légitimes pour expliquer comment on met en place des vaccinodromes gigantesques. On a des spécialistes de process. Faisons-leur prendre la parole. Le simple fait de les faire prendre une fois, deux fois, trois fois, les journalistes les rentrent dans leur mailing et c'est encore plus simple de les interroger. Et ça devient naturel. Et on entend des femmes qui prennent la parole sur des éléments techniques et ça légitimise ce qu'elles font au sein de la structure et ça donne une aura à l'établissement que de les voir l'incarner. Merci Anne. Alors justement, vous nous avez ôté les mots de la bouche parce que nous avions une question pour vous qui portait sur ce que vous aviez fait dans ces groupes ou dans ces réunions, non pas pour les vices que vous étiez, mais pour plus bas dans l'échelle. Et vous y avez en partie répondu. Alors, pourquoi cette question? Parce que vous savez qu'on a tendance à croire, ce qui est un cliché, donc que tous les dispositifs pour l'égalité pro sont parfois destinés aux femmes des top management, qui, à leur goût, ne sont pas encore assez au top management. Alors, nous voudrions que vous précisiez votre réponse concernant l'articulation des temps de vie. Est-ce que vous avez réussi, peut-être que non, et ce n'est pas un problème, c'est très difficile, à mettre en place des choses pour tous les niveaux de femmes salariées? Alors, juste une précision parce qu'elle me semble importante. Notre groupe Parité et Gouvernance s'intéresse aussi aux femmes de la société les plus fragiles. Un hôpital, c'est un espace de grande technicité et d'excellence quand on est un CHU, mais c'est aussi un endroit où on accueille les personnes les plus fragiles. Donc en ce moment, on est en train de travailler pour essayer d'instaurer sur le modèle parisien une maison des femmes, où on offre à l'ensemble des femmes qui se présentent la possibilité de les accueillir. Alors, c'est un projet ambitieux, mais on y travaille et on y arrivera. D'ores et déjà, on a été l'un des tout premiers établissements avec le parquet à accueillir les femmes qui souhaitent déposer plainte. Le dispositif de pré-plainte fonctionne à Toulouse et on en est très fiers. On a aussi une bourse pour les femmes, les jeunes femmes des quartiers ou alors de la ruralité qui peuvent avec beaucoup d'élitisme, rentrer à l'hôpital jusqu'à passer le concours de la profession. On a de très multiples professions dans le monde hospitalier, mais on les aide
et Agnès Bricard évoquait le mentoring, c'est aussi leur dire qu'au quotidien, il y a des codes à acquérir, il y a des attitudes à avoir, il y a un langage petit à petit technique dont il faut maîtriser les codes, et à cette condition, on arrive à les rentrer dans une démarche d'ascenseur social qui fait l'honneur de l'hôpital, sous réserve de passer le concours, je reboucle un petit peu, avec ce que je disais préalablement. Au sein de l'hôpital, 80% de femmes, il faut créer des écosystèmes qui soient favorables. Et là, je pense que le management féminin a un sens. De dire que des réunions qui commencent tard et qui terminent encore plus tard parce que c'est filandreux, eh bien ça, c'est une vraie posture que nous avons, nous les femmes directrices au CHU de Toulouse. On n'envoie pas de mail parce que c'est 365 jours par an un hôpital. Donc c'est très facile de considérer que le temps est élastique. Mais ce temps élastique, il peut empiéter sur les vies personnelles de chacun. Donc pas de mail, sauf urgence, et auquel cas on a les portables et on téléphone et on est de garde. Mais si on n'est pas de garde, moi je n'envoie aucun mail tard le soir, je n'envoie aucun mail le week-end, et ça permet d'être hyper présente et efficace la semaine, mais d'avoir des temps de repos. Et on arrive mieux à concilier sa vie. Quand on n'a pas envie de cuisiner le soir, on se tourne vers la cuisine du CHU et on paye le repas modique que l'on peut avoir, on l'emporte, on en emmène 1, 2, 3, 4, 5. Si on a envie de rentrer avec ses oisillons à la maison, on n'a pas forcément envie de se mettre à cuisiner parce qu'il est un petit peu tard et on n'a pas envie. Donc ça fait partie des choses qui peuvent être une vision un petit peu différente de voir le monde du travail, mais surtout une manière différente d'articuler les choses. Le télétravail, quand on peut, c'est très bien. Il ne faut pas attendre la crise du Covid pour mettre les gens en télétravail. Ça remet en question l'encadrement managérial. Comment on fixe des objectifs, comment on évalue dans un management de confiance sur des objectifs et une personne qui est éloignée, mais qui va restituer son travail en temps utile. Bref, c'est une approche qui est probablement l'approche de celle qui a élevé son gamin et qui sait qu'il y a des moments où on a envie d'être chez soi et d'autres où on a envie de bouger les montagnes et de faire bien son job. Donc, quand on a cette sensibilité, on a une responsabilité pour faire en sorte de faire évoluer sa structure pour que d'autres femmes autour de soi, et c'est ça qui marche dans le groupe Parité et Gouvernance, créer un maillage qui fasse bouger la structure. Et je pense que le temps est quelque chose que les femmes maîtrisent très bien. Merci beaucoup, Anne. Nous avons beaucoup de commentaires des spectateurs et spectatrices qui nous suivent, qui voudraient vraiment que vous puissiez partager vos méthodes. Donc, on en parlera après. On va vous demander si vous pouvez donner des méthodes que vous avez utilisées dans votre groupe Parité et Gouvernance afin qu'elles soient diffusées aux autres hôpitaux français. Alors, on ne pouvait pas ne pas vous poser de questions sur la crise en cours. Avez-vous constaté un impact différencié en termes de genre ou bien une façon différenciée en termes de genre de gérer cette crise lorsqu'on est salarié de l'hôpital? Alors, moi, je tiens à vraiment saluer l'engagement de tous les hospitaliers et au sein de ces hospitaliers, puisqu'aujourd'hui on parle des femmes, dire que les femmes dans les cellules de crise, elles sont remarquables. Parce qu'elles sont posées, elles sont efficaces et aujourd'hui, vraiment, on a cette chance d'avoir des infectiologues, des réanimatrices qui sont au cœur du dispositif et qui, jour après jour, sont là pour les patients, mais sont là aussi pour l'organisation de l'hôpital et répondre beaucoup, parce qu'on communique énormément, les gens ont besoin d'avoir des informations sur ce qui se déroule, parce que ça permet d'atténuer le climat anxiogène dans lequel on est aujourd'hui. Toutes ces femmes collaborent, participent et on a fait un maillage de l'hôpital qui est très intéressant et qui permet après un an de continuer avec affirmation et volonté. Après, là où je m'inquiète un petit peu plus au même titre qu'un certain nombre de professionnels de santé, c'est sur ces jeunes femmes qui aujourd'hui se retrouvent en période de confinement, donc des jeunes ados qui vont être à suivre de très très près. On observe une recrudescence des jeunes patientes souffrant d'anorexie, par exemple, la rupture avec de lien social et le fait qu'elles se retrouvent chez elles à domicile avec simplement une interconnexion comme nous aujourd'hui, ne simplifie pas les prises en charge et il va vraiment falloir se tourner vers les jeunes à la sortie de cette crise, car il y a ceux qui surfent et qui sont très contents d'être à la maison et qui suivent leurs cours correctement.
mais on va renforcer nos dispositifs et nos équipes de pédopsychiatrie, car la sortie de la crise sera importante pour tous ces jeunes qui auront besoin d'un accompagnement durable pour se réinsérer dans un quotidien un petit peu plus uni et les excluant moins d'une vie sociale qui aujourd'hui est réduite par définition. Merci beaucoup, Anne, pour cette vision que vous nous avez permis d'avoir sur votre travail et votre parcours personnel et professionnel. Nous allons passer maintenant à notre troisième Wonder Woman ce soir, c'est Esmeralda de Belgique. Esmeralda, la première question que nous voulions vous poser, à rebours des clichés qu'on peut projeter sur vous, c'est qu'est-ce que vous avez dû surmonter pour arriver à ce niveau de responsabilité dans un milieu qui n'est pas le vôtre en tant qu'autrice, journaliste et activiste? Alors d'abord, la première chose que je voudrais dire, c'est que je suis loin d'avoir la profession d'Agnès ou de Anne et toutes les responsabilités, puisque je suis une journaliste indépendante. Mais force est de constater que c'est un métier qui reste extrêmement sexiste. La presse en général est vraiment difficile pour les femmes, alors qu'il y a énormément de journalistes femmes et d'excellentes. Mais dès que vous arrivez au niveau de responsabilité, de directeur de publication, que ce soit dans la presse écrite ou dans la presse télévisuelle, ce n'est plus la même chose. Oui, bien sûr, il y a des femmes directrices, mais surtout dans des magazines spécialisés, santé ou alors féminin. Mais disons, la grande presse politique ou autre, on voit quand même peu de femmes encore. Et ce qui me frappe aussi, c'est le manque de sujets féminins dans la grande presse. Il y avait une étude qui est sortie, je crois, l'année dernière, qui a dit que dans le monde entier, les sujets féminins représentent 10% des sujets publiés dans la presse et 26% si on prend la presse Internet. Mais c'est effarant comme chiffre. Et donc, je pense que c'est vraiment important d'écrire, et j'essaie de faire ça, d'écrire le plus de sujets qui concernent les femmes, parce qu'il y a toujours un angle de genre dans tous les sujets. On vient de l'entendre dans la crise sanitaire, bien sûr. C'est le cas dans la crise climatique. Il y a vraiment un aspect de genre qui est important. Alors, pour revenir à votre question, dire qu'est-ce que j'ai surmonté, oui, les choses habituelles, c'est le côté paternaliste des hommes qui croient qu'ils doivent toujours vous expliquer les choses, qu'ils doivent toujours vous dire que vous n'êtes peut-être pas la meilleure pour parler de tel sujet. Vous devez toujours prouver que vous avez les compétences nécessaires. Il faut aussi avoir plus de confiance en soi. Je posais la question récemment à un journaliste en Angleterre où je vis, à la télévision, en lui disant « Mais pourquoi est-ce que vous n'interrogez pas plus de femmes scientifiques, notamment pendant la crise ?» Et il me disait « Je veux vraiment le faire, mais je me heurte souvent à la première réaction d'une femme qui est de dire « Je ne suis pas sûre d'être la personne vraiment experte en la matière. » Et il me disait, je peux appeler n'importe quel homme, il me dira toujours, vous tombez bien, je suis l'expert dans cette matière. Donc là aussi, il y a quelque chose à soulever, qu'il faut avoir de la confiance en soi, il faut la bâtir jour après jour, et c'est vrai que ça prend du temps. Merci. Alors justement, là où vous êtes actuellement, est-ce que vous arrivez déjà à aider d'autres femmes, quel que soit leur âge, à avoir ce petit coup de pouce tel que vous n'avez pas pu le rencontrer justement? Je pense que c'est très, très important. Le mentoring, comme on disait tout à l'heure, ou les petits conseils. Bon, je m'occupe beaucoup de climat et je parle énormément à tous ces jeunes activistes, et c'est vrai qu'il y a une majorité de jeunes femmes là-dedans, et j'essaie de leur donner des conseils en disant, voilà, c'est de cette façon-là que vous devez vous adresser aux responsables politiques ou aux responsables dans différents domaines. C'est très important de donner tous ces petits conseils, encore plus important en politique. Moi, je ne suis pas une femme politique, mais je sais que combien de fois j'ai entendu certaines femmes dire « si j'avais su combien le chemin était semé d'embûches, eh bien, j'aurais pu mieux me préparer ». Et c'est vrai qu'il y a, je pense, une urgence de la part des femmes qui ont réussi
à atteindre un certain niveau, à essayer de conseiller les plus jeunes et de justement les aider par tous ces conseils pratiques. Merci beaucoup, Esmeralda. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous avez écrit un livre en 2014 sur les femmes prix Nobel. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors j'avais choisi de faire des portraits des femmes prix Nobel de la paix. D'abord parce qu'une fois encore, à travers tous les prix Nobel, que ce soit de sciences, de littérature ou de la paix, vous avez une majorité d'hommes, évidemment. Et quand j'ai écrit ce livre sur les femmes, c'est là où il y en avait eu le plus. Et il y en avait eu seulement 16 en plus de 100 ans de prix Nobel. Donc, c'est pour vous donner une idée. Et on voit tout de suite que dans le domaine des sciences, c'était encore moins, bien sûr. Et donc, ça m'avait particulièrement intéressé de voir comment elles avaient réussi à forger leur carrière et cette accession à un prix éminemment masculin. Et là encore, il avait fallu énormément de courage, de détermination. Ce sont des femmes qui ont lutté pour les droits humains dans leur pays et souvent dans des pays où il y avait des dictatures. Donc, ça m'intéressait beaucoup de savoir ce qu'elles avaient rencontré au cours de leur vie et de leur carrière. Et une des choses qui m'a frappée, c'est qu'elles avaient pratiquement toutes été aidées par leur père. Et donc ça, c'est de nouveau un aspect très important. Il faut reconnaître qu'il y a des hommes qui sont très conscients du fait qu'il faut absolument pousser l'éducation des filles, aider l'accession des femmes à différents postes, et donc il faut les saluer. Et ça m'avait vraiment frappé de voir cette position du père, et pour certaines du mari aussi, qui les avait accompagnées dans leur combat, mais spécialement de la figure paternelle. Merci pour ce retour. Et alors, vous dites que ces femmes ont été aidées par leur père. Est-ce que vous, personnellement, quelqu'un vous a aidé dans votre ascension professionnelle? Mon père, qui a été une grande figure importante pour moi dans tous les combats que je mène, que ce soit pour l'environnement et pour les droits des femmes. Et c'est vrai que c'est important d'avoir une figure masculine, mais il faut aussi, bien sûr, des rôles, modèles, comme on dit en anglais, des figures, des icônes féminines, très, très importants de pouvoir s'identifier, surtout pour les jeunes, à des femmes qui ont réussi, à des femmes qui sont inspirantes. Je suis sûre que le fait que Kamala Harris est maintenant la vice-présidente des États-Unis va inspirer énormément de jeunes femmes, et surtout d'ailleurs dans les minorités ethniques, en se disant « moi aussi je peux y arriver ». Donc c'est très très important. Merci beaucoup. Vous êtes très engagé sur le droit des femmes, mais aussi particulièrement sur l'écologie. Est-ce que vous voyez une place particulière des femmes dans ce milieu? Absolument. Si vous regardez la plupart des figures importantes pour le moment parmi les jeunes, ce sont des jeunes femmes. Bon, ça c'est peut-être anecdotique, ça a commencé avec Greta, mais c'est vrai que les femmes en général, je pense, se sentent très concernées par tout ce qui concerne la nature, ce qui concerne l'environnement, et aussi par le fait que dans énormément de pays en développement, c'est elles qui sont en charge des récoltes, de la récolte de l'eau, qui sont sur le terrain et qui voient vraiment quelles sont les solutions qu'on peut trouver pour avoir le développement durable, qui sont aussi souvent les victimes, puisque de par cette fonction qu'elles ont dans la société, eh bien, elles sont plus au premier plan quand il y a des événements climatiques extrêmes. Et c'est le fait de cette dualité. Elles sont victimes, mais elles sont aussi acteurs de changement. Et c'est pour ça que j'essaye de me battre pour dire qu'il faut beaucoup plus de femmes autour des tables de négociation. On n'est pas du tout à la parité là non plus, même si au moment de la COP à Paris, ce sont vraiment les femmes qui ont fait un travail remarquable avec Laurence Tubiana et avec tant d'autres. Mais on n'est pas encore à la parité dans toutes les équipes de décision, alors que sur le terrain, elles sont vraiment très engagées. Merci beaucoup. Alors là, je vais vous poser une question peut-être plutôt sur l'écologie, on va dire un peu plus personnelle.
À vous de choisir. Vous préféreriez un voyage en réalité virtuelle dans un parc naturel au Kenya ou bien un vrai voyage en avion avec ce que cela implique sur le plan de l'environnement, mais avec des animaux protégés dans une réserve naturelle? Alors pour moi, c'est facile de vous répondre. Comme j'ai eu la chance d'aller déjà dans ces pays, je dirais sûrement que ce sera virtuel, parce qu'il faut absolument penser à notre empreinte carbonique de plus en plus. Mais c'est un peu facile pour moi parce que j'ai eu la chance déjà d'accomplir ces beaux voyages. Bon, merci beaucoup à toutes les trois. Alors, on va passer la vidéo de Mariam Montagu, enfin, de l'association de Mariam Montagu, qui n'a pas pu se joindre à nous pour des problèmes, pour cause de problèmes informatiques. Donc, il s'agit de l'association SOR, et je vous laisse regarder.
va envoyer les réponses à ces questions. Donc, on va vous les lire avec Sarah. On va vous mettre une photo de Mariam Montagu, que vous ayez une idée de qui il s'agit. Donc, c'est la fondatrice de l'association SOR, là, dont vous avez vu un extrait. Donc, Mariam Montagu est à gauche, et à droite, c'est le docteur Squali, qui est un grand docteur marocain qui refuse de faire en particulier les certificats de virginité. Donc, la première question qu'on lui a posée, c'est une question sur ce qui lui a permis d'accéder à ce niveau de responsabilité aujourd'hui. Merci, bonsoir à toutes. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous pour des problèmes d'Internet. Et je vous remercie pour vos commentaires positifs sur la vidéo qui est effectivement touchante et évoque le leadership qu'on essaye de faire vivre auprès de nos petites filles. Notre ONG est une Leadership Academy, c'est comme ça qu'on l'appelle. Alors, ce qui m'a permis d'accéder à ce niveau de responsabilité, c'est que j'ai un background en aide humanitaire et en consulting, et je travaillais déjà dans le domaine des droits des femmes. Mais j'étais convaincue que la cible la plus importante était les petites et les petites filles et les adolescentes, et qu'il ne fallait pas attendre qu'elles soient adultes, car selon moi, plus on commence tard, plus il est trop tard et difficile pour faire changer les choses. De plus, je voulais être entrepreneur et être ma propre chef. J'ai donc décidé de créer mon ONG à but non lucratif en utilisant les subventions que j'ai pu trouver pour faire grandir mon organisme. Quel frein avez-vous rencontré? Alors, quand j'ai commencé, énormément de personnes m'ont dit qu'un projet féministe de leadership des adolescentes n'allait jamais fonctionner, qu'il s'agissait de différences culturelles, de mariages précoces, de normes conservatrices des parents, que les parents ne les laisseraient jamais aller faire les cours dans notre ONG. Alors, le conseil que je donnerais à toutes les femmes qui ont un projet, quel qu'elle soit, c'est si vous voulez monter un projet, persévérez, tenez bon dans vos idées. Il faut vous battre sur vos principes. Ne renoncez pas à vos principes. Quelles ressources vous ont permis de franchir le plafond de verre? Alors, en termes de ressources, on n'a pas toujours ce qu'il faut. Je dirais que quand on ne trouve pas le travail de ses rêves, il faut le créer. Foncez, créez-le. Les quelques ressources que j'ai pu trouver, ça a été de considérer cette communauté marocaine comme une alliée et non pas comme une ennemie. Donc, alors que c'était objectivement une difficulté. Donc, je me suis associée avec les dirigeants actuels au niveau du village, avec les leaders traditionnels et à l'échelle nationale avec les ministères, etc. Une autre chose importante, c'était de mettre à l'aise cette communauté et de créer un espace sûr pour toutes les filles. Donc, notre ONG est non mixte. Peut-être que le plus important était de créer une base de données. Ensuite, ça, on en revient à la question du vivier qu'on a beaucoup abordé ce soir, qui prouvait que la solution que Project SOAR, notre ONG de leadership pour les adolescentes, avait un impact immense. Et donc, c'est ainsi que nous avons pu, au-delà du Maroc et à l'intérieur du Maroc, faire vraiment connaître notre travail au monde entier. Et alors, à votre tour, comment aidez-vous les femmes à prendre le leadership? Eh bien, tout simplement, vous l'avez vu à travers la vidéo, notre mission, c'est de former des filles leaders à travers notre programme. On a 25 ateliers de leadership et ainsi qu'un club filles leaders. Donc, on utilise un programme évolutif et nos données prouvent que ça fonctionne. Je vais vous donner juste quelques chiffres très concrets. C'est comme ça qu'on les amène vers le leadership. Moins de 1% de filles qui ont suivi le projet Project SOAR abandonnent l'école, contre des chiffres bien plus importants sur la moyenne des autres filles du Maroc. Moins de 1% des filles Project SOAR se marient avant l'âge adulte, alors que plus de 75% dès lors qu'elles abandonnent l'école se marient directement. 80% des filles qui suivent notre programme obtiennent leur bac
Et 89% également d'entre elles poursuivent même une éducation supérieure. Alors que, je le répète, le profil des filles de Project Source sont des filles qui ont moins de 1 dollar par jour et qui ont souvent un des 2 parents qui sont illettrés. Donc, on est présent partout au Maroc, mais aussi en Ouganda et en Syrie, c'est nouveau. Et nous avons offert donc au total 200 000 heures de leadership à des milliers de filles. Voilà ce que j'essaye de faire à mon niveau, pour aider les autres filles comme moi, on m'a aidé. Merci. On a beaucoup de retours sur cette vidéo émouvante, hein. Je crois que c'est le mot qui ressort beaucoup. Il faut savoir que donc, cette association SOR s'est développée au Maroc et est en train de se développer à son tour, non seulement en Ouganda, mais aussi en Syrie. Voilà, bravo à Mariam Montagu, hein, qui a créé ça de toutes pièces. Avant de passer à la conclusion de notre atelier, on peut peut-être prendre une question qui a attiré notre attention dans les questions de l'auditoire ce soir. C'est une réflexion sur la sémantique. On en a un petit peu parlé en filigrane. On nous dit que le terme leader renvoie à des références assez viriles ou traditionnellement masculines, qui renvoient aussi à des codes de travail, des comportements. Est-ce que, avec tout ce que vous nous avez décrit comme manière d'aborder les choses, Agnès, Anne et Esmeralda, est-ce que vous pensez qu'on pourrait trouver un terme français qui correspond plus à ce que vous voulez dire, tout en étant pourtant au top? Moi, je dirais que le leadership, c'est un problème de direction. Et souvent, d'ailleurs, aujourd'hui, on travaille pour des directions au niveau projet. Alors que quand on parle de leadership, il est exact, c'est plus une direction pyramidale. Et donc, ça a plutôt mauvais genre, on va dire, alors qu'aujourd'hui, quand on parle vraiment de ce qu'est notre thème de cette conférence, ce leadership, on le prend comme direction, management, direction, et faire en sorte que justement, on puisse avoir une autorité que j'appelle naturelle, mais qui se travaille, parce que ça aussi, ça se travaille, une autorité. Et donc, la direction, le management, il faut quand même savoir qu'on peut aussi parler de gouvernance partagée. Il y a un grand réseau aujourd'hui qui s'appelle DeGap et qui est donc Gouvernance Gender Action Plateforme, qui a mis en place cette gouvernance partagée. C'est ce dont je parlais en disant présidence alternée, mais je préfère gouvernance partagée. Et c'est vrai que ça pourrait se remplacer par leadership, qui a un côté, je dis bien, d'organisation pyramidale, alors qu'on est aujourd'hui de plus en plus, c'est des organisations projets qui correspondent bien d'ailleurs à ces facteurs, à ce capital féminin, qui est de dire, dans une organisation pyramidale, il faut arrêter d'attendre le patron à 22h, 23h. Ça, on ne saura pas faire, nous les femmes, dans le cadre de notre bonne conciliation d'organisation privée professionnelle. Et donc, d'aller sur cette idée de gouvernance partagée me semble aller mieux au niveau du titre que peut-être le leadership. Je l'entends aussi. Merci Agnès. Pour conclure, avant de prendre les dernières questions-réponses, nous allons résumer en quelque sorte les magnifiques profils que vous nous avez donné à voir aujourd'hui sous la forme d'une petite vidéo percutante, volontairement un petit peu provocatrice. Pardon, oui. Volontairement un petit peu provocatrice, qui va reprendre les grandes lignes de notre discussion de ce jour. Tout simplement pourquoi nous ne voulons pas attendre 2186, je parle bien de l'année 2186 pour atteindre l'égalité femmes-hommes. Ça, c'est la dernière donnée donc, du Forum économique mondial. Et c'est grâce à des femmes comme vous que nous essaierons de ne pas attendre cette année-là pour voir l'égalité. 3 chiffres pour se quitter encore une fois. La réduction des écarts de salaire est actuellement de 24% en France entre hommes et femmes.
vous contribuez à cette réduction-là, Agnès Bricard, avec vos nombreuses activités. Les violences conjugales sont encore aujourd'hui d'environ 230 femmes décédées par an en France. Vous y contribuez toutes également à cette réduction des violences conjugales. Et au niveau européen, on constate qu'il y a encore 39% seulement de femmes parlementaires. Donc, on sait que toutes les 3 et toutes les 4, avec Mariam Montagu, vous contribuez à la diffusion de rôles modèles pour qu'il y ait plus de mixité, plus de parité réelle dans les instances politiques au niveau européen. Voilà quel était l'objectif de cette table ronde. Je passe la parole à Marie. Je vais terminer avec la recommandation qui va sortir de cet atelier parce que l'objectif de ce forum, c'est de faire un livre de recommandations qui sera remis à la ministre. Chaque atelier a émis une recommandation. Pour nous, c'est quelque chose qui est ressorti avec chaque témoignage. Il nous a paru important de mettre l'accent sur le programme de coaching, de mentoring intergénérationnel dans les lieux de travail, dans les universités, de faire en sorte que ça puisse être obligatoire, préfinancé, préfléché et de manière durable et consistante dans le public comme dans le privé pour développer le courage d'oser des femmes et des filles. Donc voilà ce que nous allons proposer et qui sera remis à la ministre. Je vous remercie et nous allons passer à la dernière vidéo. Merci à toutes. Wonder Woman. C'est parce qu'il faut des compétences, de l'énergie et de la persévérance. Et si vous n'êtes pas Wonder Woman, c'est quand même compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit passer le témoin, assurer des passerelles, créer le mentoring et donner l'envie d'avoir envie. Pour tout le monde. Michelle Obama. Non, elles ont justement des valeurs féminines qui, combinées avec les valeurs masculines, font vraiment un homme plus une femme égale 3. C'est là où on crée la bonne gouvernance partagée et la performance. Bio avec toute la famille. Oui, super, mais il faut quand même un mari féministe. Droits humains, bien sûr, ou même préférable, droits universels. Bon, je préfère Kamala Harris, un jour président. Je n'ai rencontré mon mari que plus tard dans ma carrière. J'ai bossé à Népal. S'il voulait être avec moi, il fallait qu'il déménage et c'est ce qu'il a fait. Et j'ai décidé quand même de lui garder. Je la dirais de se sauver. Non, sérieusement, je pense que ce n'est pas question de l'un ou l'autre, mais il faut quand même choisir un mari compréhensible et féministe. La Covid, c'est la maladie et le Covid, c'est le virus. Donc, comme femme, chacun a sa plaie. Je me considère très jeune, avec une durée de vie grâce à notre système hospitalier des plus efficaces. Donc, comme je suis résolument optimiste, oui. Non, il n'y a jamais par nature des différences entre les hommes et les femmes en matière de compétences. À Toulouse, c'est l'aéronautique. Une petite fille succédera à Thomas Pesquet. Parce qu'à chaque fois qu'on croit arriver en haut de la montagne avec une action donnée, on doit retraîner notre caillou et recommencer. Et c'est aussi ce qui nous donne à la fois beaucoup d'énergie et de détermination et en même temps qui nous permet de combattre les stéréotypes. Dans tous les choix, il y a des renoncements et il faut faire en sorte que ce que l'on retire de son choix soit plus fort que ce à quoi on renonce. Et il faut vivre avec et faire en sorte de trouver ce qui nous épanouit le plus.
pour les quotas. On n'a pas trouvé encore de meilleurs moyens pour l'égalité. Et ceux qui ont peur d'avoir des femmes incompétentes, je leur dirais qu'il y a pas mal d'hommes incompétents aussi. J'ai une fonda, absolument, en espérant avoir la même pêche à 80 ans. Hold it here. Malcolm X, parce qu'on est dans un tel état de crise qu'il faut vraiment être radical. Aux hommes, absolument.